Salut les maxi refs. Tous les jours que vous vous rendiez à votre lycée, à votre fac ou sur votre lieu de travail, que ce soit à pied ou en bus, que vous enfiliez de magnifiques AirPods Pro offerts par votre maman à Noël ou des écouteurs bas de gamme à 10 €, que vous soyez adepte de Spotify, Deezer ou encore YouTube Music, vous avez tous la même façon de consommer la musique, le streaming. Mais avant que ce soit aussi simple que de sortir votre téléphone de votre poche et d'appuyer sur votre écran quelques fois pour lancer votre son favori, il s'est passé bien des étapes et ça n'a pas toujours été rose pour l'industrie musicale. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter en histoire comment on en est arrivé là et de voir comment le streaming et plus globalement le développement d'Internet a bouleversé le monde de la musique. Mais avant de plonger un peu plus en détail dans les 30 dernières années de l'histoire de la musique, est-ce que vous pourriez laisser un pouce bleu et vous abonner s'il vous plaît? Ouais, je suis super poli, mais en effet, ça m'a pris du temps pour faire une telle vidéo et c'est assez gratifiant et important pour l'avenir de la chaîne de voir du soutien. Merci beaucoup. La vidéo va être séquencée en plusieurs parties. On va d'abord brièvement revenir sur le début de la médiatisation du rap en France. Ensuite, on va parler de la crise du disque et des raisons qui l'ont déclenchée, avant de voir quelles ont été les solutions proposées par l'industrie musicale pour s'en sortir. Ensuite, on va voir en détail comment le streaming a changé l'habitude des auditeurs, donc des mecs comme vous et moi, et des artistes. Puis enfin, on va parler chiffres, car on adore ça les chiffres. Bon, trêve de blabla les refs, laissez-moi maintenant vous raconter une histoire. Celle du petit Vincent, né en 1980. Ainsi, à l'âge de 4 ans, il n'est pas encore en mesure de comprendre et apprécier une des premières émissions françaises existantes sur le rap et plus généralement sur la culture hip-hop, incluant donc la danse, le scratching, etc. Je parle bien sûr de HIP HOP sur TF1. Bonjour les frères et sœurs. À ce moment-là, on est au début de la médiatisation du rap français. Le rap commence à s'intégrer peu à peu dans la culture, se mélange très légèrement à la variété. La fumée sort du macadam et dans les phares Wally ou noir. Quartier réservé squatter, mais pas peur, c'est un vrai cœur. Des open mic commencent à voir le jour, des regroupements à l'honneur du hip-hop sont mis en place à Porte de la Chapelle, ou encore des émissions sur le rap naissent. On verra à la même période des groupes légendaires comme IAM émerger. Mais notre petit Vincent n'en a pas conscience, jeune enfant qu'il était. Malgré ce fait, le monde continue de tourner. En effet, toute cette agitation autour du rap français, agrémentée de quelques réussites commerciales comme le premier album de MC Solar en 91, pousse l'industrie musicale à s'intéresser à ce nouveau style. Et ouais, quand il y a un public, il y a des choses à vendre, et quand il y a des choses à vendre, il y a du profit à faire. Donc la médiatisation continue de prendre de l'ampleur, les émissions continuent de naître et un certain nombre de magazines spécialisés apparaissent alors. En plus, cette période-là, donc la fin des années 80, début des années 90, correspond totalement à l'explosion des ventes de CD audio en France avec des autorisations pour promouvoir les disques à la télé. Autant vous dire qu'à ce moment-là, pendant que notre petit Vincent est encore à l'âge de manger ses crottes de nez, l'industrie du disque se porte très bien. Donc on va avancer directement dans le temps, en 96, au moment où notre petit gars de 16 ans découvre première consultation de Doc Gynéco. Je veux atteindre le nirvana, comme Bérégo voit clic clic boum, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana. Cet album, qui est la parfaite passerelle entre la variété et le rap, qui dégage une ambiance érotique sans pour autant être vulgaire et qui retranscrit soucieusement les tranches de vie d'un jeune de Paris, fait prendre conscience d'une chose à Vincent. Il n'est intéressé que par les meufs et le rap. Mais il n'est pas très doué avec les meufs, donc au fur et à mesure des années, il va canaliser toute son attention sur Booba, Zoxy, NTM, etc. Donc en 2002, quand Booba est dans le top charts pour son premier album solo, qui est probablement le plus grand classique du rap français en passant, ça fait maintenant 6 ans que Vincent écoute du rap et c'est à ce moment-là qu'on rentre dans la deuxième partie de la vidéo. Comparé à avant, Vincent achète beaucoup moins de disques et ce n'est pas le seul. En effet, l'an 2000 marque dans le monde entier le début de ce qu'on appelle la crise du disque. Cette crise touchera la France légèrement plus tard, avec 2 ans de retard, mais sera encore plus importante au fur et à mesure des années. Pour vous donner un ordre d'idée, les ventes de disques vont baisser de 17% en 2007. Et comme je sais que vous aimez bien l'argent, je vais vous donner un autre chiffre. Les majors estiment que durant cette période, le marché a perdu 600 millions d'euros. Ah ouais, et pour ceux qui savent pas, les majors en gros, c'est les big boss de l'industrie, donc les entreprises qui produisent et distribuent les disques. Les 3 majors, t'es mal à rime, sont les branches musique d'Universal, Sony et Warner. En cherchant sur internet, tu peux plus ou moins trouver chez qui ton artiste préféré a un contrat. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'Universal, ça sert à quelque chose. On va pas se contenter d'être à Universal et puis de rien leur prendre. Pour l'instant, c'est super. On a vu qu'il y a une crise mondiale dans l'industrie musicale, mais on ne sait pas encore pourquoi. Et bah la raison peut se résumer en un seul mot, Internet. En effet, notre Vincent, qui est maintenant jeune adulte, a travaillé dur pour s'acheter un ordinateur, outil devenu indispensable. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf qu'elle coïncide parfaitement avec la naissance de ce qu'on appelle le peer-to-peer. Derrière ce nom barbare, l'idée est très simple. Chaque internaute peut partager des fichiers et télécharger les fichiers des autres. Ainsi, des plateformes de ce type se créent comme LimeWire ou Napster, sur laquelle je vais revenir juste après. Et là, vous le voyez venir. Plutôt que de s'embêter à sortir de chez lui pour claquer 20 €, Vincent reste en slip devant son PC et a accès à tous ses albums et morceaux favoris en quelques clics. Bon, certes, parfois, il télécharge un fichier pensant écouter le nouvel album de Sefiu et il tombe nez à nez avec un gros boulard.
Mais c'est pas grave car c'est toujours moins d'efforts, de temps et d'argent à fournir que s'il allait acheter directement le disque en magasin. Et Vincent, c'est pas le seul à faire ça. Ainsi, pour tenter de lutter contre ce fléau, on se retrouve avec des pubs cherchant à dissuader le citoyen moyen de télécharger illégalement. Mais cela n'empêche rien, un empire du piratage est bâti, que l'industrie musicale traditionnelle ne peut pas contrôler malgré qu'elle fasse son maximum. Par exemple, je vous ai parlé plus haut de Napster, qui est au début une plateforme d'échange de fichiers, spécialement des fichiers audio. Bah forcément, ils se prennent un procès pour droit d'auteur. Et forcément, ils vont le perdre car ils sont en tort. Le service aura alors fonctionné entre 99 et 2000 ans environ, mais entre-temps, une bonne partie de la planète est au courant de ce qui se passe. Pour vous donner un ordre d'idée, à son apogée, Napster disposait d'environ 80 millions d'utilisateurs enregistrés. Et ouais, ça a intéressé les gens pour différentes raisons. Certains aimaient le service parce qu'il leur permettait de trouver des copies de chansons difficiles à obtenir, comme des chansons anciennes, des enregistrements non publiés ou des enregistrements amateurs faits lors de concerts. Certains voulaient télécharger qu'un ou deux morceaux issus de l'album plutôt que de payer le projet en entier pour au final n'écouter que 10% de celui-ci. Et bah ouais, aussi c'était pas cher, enfin c'était carrément gratuit. Mais vous vous souvenez la raison pour laquelle l'industrie musicale s'est intéressée au rap? Je vous disais que quand il y a des consommateurs, il y a naturellement des profits. Ainsi, d'autres sites ont émergé proposant le même service illégal que Napster et se rémunérant avec une quantité de pubs astronomiques sur leur page web. Et l'industrie musicale peut pas traîner en justice chacun des sites émergents. En plus, cette émergence du piratage a non seulement fait perdre des centaines de millions à l'industrie, mais a aussi remis en question tout son fonctionnement. En effet, jusqu'à présent, on créait des stars de façon à obtenir des icônes de la musique, comme Michael Jackson, qui grâce aux profits monstrueux qu'elle générait, ont produisait à perte des nouvelles stars jusqu'au succès, et ainsi de suite. C'est un roulement sans fin. Enfin, sans fin jusqu'à l'arrivée d'Internet qui a permis à la musique de niche et aux indépendants de trouver leur place et de faire un gros doigt d'honneur à ce star system. Donc pour l'instant, résumons ce que l'on a vu. Le rap est médiatisé au milieu des années 80 en France, atteint un premier âge d'or la décennie suivante, puis en 99 apparaît Napster, qui entraînera encore 3 ans plus tard le début de la crise du disque en France et la naissance de plateformes d'échange illégaux et essentiellement de musique. Tout ça c'est super, mais ça ne nous en dit pas plus sur comment l'industrie musicale a réussi à s'en sortir. Et bah ça, c'est la partie suivante. Il y a eu plusieurs solutions pour essayer de contrecarrer le bordel qu'ont mis les pirates comme Vincent et ses potes. La première solution était de générer du profit d'une autre façon que de juste exploiter la musique des artistes. Donc pour ça, ils essayent de développer d'autres secteurs. Par exemple, les producteurs deviennent managers, organisateurs de concerts, etc. Et surtout, ils développent les produits dérivés, donc du merch, des goodies, la vente de musique pour les sonneries de téléphone et plein d'autres trucs. Et ouais, vous avez bien entendu, j'ai dit les sonneries de téléphone. Donc Vincent, quand sa mère l'appelle du parking d'en bas pour aider à monter les courses, il entend ça. Ton téléphone est en train de sonner. Ton téléphone est en train de sonner. Il serait temps de le décrocher. Il serait temps de le décrocher. Pour vous donner un ordre d'idée, les produits dérivés représentent 20% du chiffre d'affaires d'Universal Music France en 2005. En effet, pour essayer de ne pas trop être à la ramasse, l'industrie cherche un moyen de numériser la musique. Et les différentes techniques mises en place fonctionnent dans une certaine mesure. Par exemple, les ventes légales de musique numérisée ont progressé de 40% en 2007. Mais c'est toujours trop peu pour compenser la baisse des ventes de disques, car la musique numérique ne représente que 15% des recettes à cette période. Mais comment expliquer que les musiques numériques fonctionnent autant? Je veux dire, où est-ce que les consommateurs achètent? Notre petit Vincent n'a pas dépensé 150 € de sonnerie téléphone ce mois-ci, vous vous doutez bien. En fait, notre petit Vincent achète beaucoup sur iTunes, cette nouvelle application révolutionnaire qui lui permet de combiner les avantages qu'il avait lorsqu'il achetait un disque et les avantages qu'il avait lorsqu'il téléchargeait illégalement. Il n'est pas contraint de sortir de chez lui, car ouais, Vincent aime vraiment bien rester en slip dans son lit. Il n'est pas contraint non plus de s'encombrer avec un objet matériel. Et enfin, il peut aussi choisir d'acheter qu'un seul son plutôt que d'un album en entier s'il n'est intéressé que par un single. Et tout ça à un prix relativement abordable et sans se taper des pubs infâmes ou passer beaucoup de temps à chercher le fichier qu'il souhaite. À l'époque, iTunes avait clairement le monopole du marché de la musique numérisée, ce qui fait que les grosses entreprises de l'industrie musicale n'avaient que deux choix, s'associer à Apple ou mourir. Mais ça, c'était avant, car peu de temps après apparaît ce qui va révolutionner une nouvelle fois le monde de la musique, le streaming. Et c'est le chapitre suivant de cette épopée musicale. Pour simplifier les propos, on va parler du précurseur du milieu, du plus gros nom que tout le monde connaît, Spotify. Spotify a été créé en 2006, en plein milieu de la crise du disque, pendant que Vincent alternait entre télécharger illégalement sa musique et dépenser sa thune sur iTunes. Cependant, c'est pas cette date qui nous intéresse, mais c'est plutôt 2008, car en 2008, il se passe un truc de fou. Non seulement Booba ramène l'autotune en France grâce à l'album 09, mais surtout, Spotify devient accessible au grand public. Et la tactique de Spotify pour croître rapidement est très vive. Mettre à disposition d'abord une version gratuite avec plusieurs restrictions, pour inciter les gens à venir s'inscrire et tester le service, et ensuite les regarder passer à la version premium une fois qu'ils se sont habitués à ce service pour éviter ces fameuses restrictions. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2011, la version gratuite était limitée à 10 heures d'écoute par mois et un morceau ne pouvait pas être écouté plus de 5 fois.
Aujourd'hui, la version gratuite se résume à avoir des pubs, comme à l'époque, car c'est de là d'où vient une bonne partie des revenus de Spotify, mais se résume aussi à l'impossibilité de télécharger des chansons et surtout vous force à écouter votre musique en aléatoire sans choisir directement la musique qui vous plaît. Et ça, autant vous dire que pour écouter un nouvel album avec une ligne directrice construite et cohérente, c'est un peu casse-couille. Et c'est un vrai coup de génie de la part de Spotify et des autres plateformes de streaming. Comme dans n'importe quelle industrie, les gens consomment après avoir eu un échantillon gratuit, et en plus les pubs sont visées. Grâce aux playlists des gens, les pubs sont plus adaptées et fonctionnent encore mieux, incitent les gens à consommer plus, et donc à vouloir la version payante pour consommer encore plus. En fait, avant le choix était le suivant, soit on pirate tout et on se tape des pubs partout, soit on achète des disques par dizaines pour n'écouter que quelques chansons à gauche à droite, en dépensant beaucoup d'argent. Mais depuis l'arrivée du streaming, la question est totalement différente pour nous, consommateurs, et donc pour Vincent. Soit on pirate tout, on se tape des pubs partout, ok, soit, quitte à se taper des pubs, on utilise la version premium des plateformes de streaming, soit on paye quelques euros par mois pour avoir nos musiques préférées en illimité et avoir aucune pub. Et autant vous dire que ces quelques euros dont je vous parle sont depuis quelques années les meilleurs investissements de Vincent. Donc, pour résumer brièvement tout ce qu'on a vu dans les 2 derniers points, depuis le début de la crise du disque, l'industrie a essayé d'abord de s'étendre à des services plus larges que la musique, ensuite iTunes est arrivé et a raflé le marché de la musique numérisée. Enfin, les plateformes de streaming ont vu le jour et ont été un parfait compromis, en particulier économique, pour les entreprises et les consommateurs. Ok, maintenant il est temps de voir 2 points très importants. Vincent, il se régale donc d'utiliser les plateformes de streaming, parce que 1. Les plateformes de streaming ont quasiment tous les sons en stock. Ok, il manque quelques trucs vraiment indépendants ou alors les musiques dont les droits ne sont pas totalement détenus par les artistes, ce qui les empêche de publier certains projets, notamment les premiers, mais globalement elles ont tout, des anciens sons ou nouveaux. De 2, comme je l'ai dit, Vincent fait des économies folles comparées à avant, quand il achetait ses CD. Je vous affiche à l'écran l'évolution de la consommation de la musique dans certains secteurs. On n'a pas encore les chiffres totaux, mais le streaming le semble être une excellente alternative pour le portefeuille des consommateurs et pour l'impact du plastique sur l'environnement. De 3, Vincent, comme je l'ai dit, est né il y a très très longtemps, mais est toujours en vie, donc il a récemment vu Spotify ajouter les paroles, et ça, c'est incroyable. De 4, il peut aussi facilement voir les autres personnes qui ont travaillé sur le projet, comme les ingénieurs du son, les producteurs, etc., qui sont crédités. Bon, ils étaient déjà crédités sur les CD ou dans les livrets dans la version physique, mais avant, sur les plateformes digitales, il n'y avait pas la place pour les remerciements et autres noms que celui de l'artiste. Donc Vincent devait aller chercher sur internet à chaque fois. Et donc ça fait encore un domaine dans lequel Spotify a apporté du confort pour Vincent et tous les consommateurs. Enfin, de 5, Vincent, pour draguer de la meuf maintenant, il peut créer des playlists. Et comme je vous l'ai dit au début, il a toujours été naze avec les meufs, donc ça c'est plutôt pratique. Après, il y a d'autres avantages marrants qui sont un peu additionnels comme l'autoplay. Pour vous expliquer ce que c'est, vous voyez le truc casse-couille sur YouTube qui vous fait passer à la vidéo suivante parce que c'est recommandé pour vous. Vous avez la même sur Spotify et ça vous permet de découvrir plein d'artistes. Sinon, on a aussi le droit à une revue personnalisée de notre consommation à la fin de l'année. Bon. Super, on a vu ce que les plateformes de streaming ont changé pour les consommateurs comme le petit Vincent, mais qu'en est-il pour les artistes que Vincent soutient? Car bon, il a le même âge que Booba et il se demande si son artiste préféré arrive à suivre avec tous ces changements. Pas d'inquiétude mon petit Vincent, Booba a toujours été un précurseur dans son domaine et est très bien au courant des changements que le streaming a provoqués. En premier lieu, la rémunération. Je vous affiche à l'écran le revenu moyen par stream pour chaque plateforme de streaming. C'est une moyenne, ça varie selon plusieurs facteurs, comme par exemple si l'artiste a un contrat avec une maison de disques ou pas. Et pour continuer avec la thune, car on adore ça, pour un abonnement mensuel payé 9,99€, on a 6,34€ qui seraient partagés entre les producteurs et la plateforme de streaming, 1,99€ pour l'État grâce à la TVA, 1€ pour les droits d'auteur, et enfin les artistes écoutés se partageraient le reste, donc 46 centimes. Le deuxième changement majeur, c'est les certifications. Je vais commencer avec un peu d'histoire pour que vous compreniez d'où ça vient et pourquoi. Durant les années 50, une époque bien lointaine où même Vincent n'était pas né, les maisons de disques commencent à décerner différentes récompenses pour souligner les ventes de leurs artistes respectifs. Aujourd'hui, on a les disques d'or, les disques de platine, les disques de diamant, etc. Et pour les obtenir, il faut atteindre un certain niveau de vente qui dépend de chaque pays. Vous vous doutez bien qu'il est plus facile de vendre 100 000 albums en France qu'au Danemark, de par la population. Par exemple, pour avoir un disque d'or au Danemark, il faut vendre 10 000 CD et le double pour obtenir un platine. Et vous savez quoi? Gims a réussi à l'obtenir avec un de ses albums. Je vous affiche maintenant à l'écran l'évolution des seuils de vente en France pour obtenir les certifications. La baisse des niveaux au fur et à mesure des années s'explique parce qu'on a vu plus haut le piratage, la crise du disque et le streaming. Faire 100 000 ventes c'était plus facile quand la seule option pour écouter le projet était d'acheter le CD. D'ailleurs, on va tout de suite répondre à une question que beaucoup se posent, comment le streaming est comptabilisé dans les ventes? Je vais vous lire ce qui est dit sur Wikipédia car c'est assez clair. Depuis janvier 2016, pour intégrer les écoutes en streaming dans la certification des albums, on additionne le nombre d'écoutes de chaque titre d'un album, puis on soustrait la moitié du nombre d'écoutes du titre le plus écouté, et enfin on divise le résultat obtenu par 1500 et on obtient l'équivalent vente.
En gros, pour comptabiliser une vente, soit tu achètes l'album en physique ou en digital sur iTunes ou d'autres plateformes du même style, soit tu fais 1500 écoutes en streaming. Par exemple, comme Vincent a adoré le dernier album de Jazzy Bass car il a du goût, et comme il a écouté Nouvelle 314 1500 fois, c'est comptabilisé comme une vente. Pour terminer avec les certifications, avant vous pouvez acheter des singles, un peu ce qu'ont fait récemment Squeezie, Masqué, etc. avec les singles Time Time ou Official. Mais aujourd'hui avec le streaming ça n'existe plus et on a d'autres paliers pour remettre une récompense à l'artiste pour seulement un single. Bon, et pour ceux qui se demandent, les certifications sont en partie un instrument marketing. Elles permettent de communiquer sur le succès d'un projet ou d'un son et on sait comment fonctionne une partie du public. Pas vous, je sais car vous êtes les meilleurs, mais Vincent raisonne un peu comme ça. Plus un projet a de vente et donc a une forte popularité, plus il va intéresser les auditeurs qui ne le connaissent pas. Et en un sens, ça peut se comprendre. Si tu vois un projet à 100 000 ventes, ça veut dire qu'il plaît à une grosse partie de la population et peut-être qu'il est d'excellente qualité et donc mérite qu'on y jette une oreille. Attention, cela ne veut pas dire qu'un projet avec peu de ventes est forcément mauvais, on a 10 000 contre-exemples. Cependant, tout ça, ça incite les artistes à vouloir maximiser les stratégies pour augmenter les ventes, avec une promotion poussée, une réédition, ou alors en choisissant le meilleur jour de sortie pour son album. Et là, c'est la transition parfaite pour parler du sujet suivant qui sera la dernière chose que le streaming a changé. Alors, depuis 2015, plus de 45 pays se sont mis d'accord pour sortir les albums et les singles de façon générale le vendredi à minuit heure locale. Donc si Vincent attend l'album d'Eminem ou de Drake, il doit mettre son réveil en plein milieu de la nuit car la sortie est prévue à minuit, certes, mais minuit aux États-Unis, donc 5-6 heures en France. Il y a plusieurs raisons à cette nouvelle règle de jour de sortie. À l'époque, les albums sortaient à des jours différents entre les différents pays, le lundi pour la France et l'Angleterre, le jeudi pour les États-Unis, etc. Et c'était super relou. Cette harmonisation de jours de sortie a donc facilité la promotion des projets et surtout a permis de lutter contre le piratage. Bah ouais, imagine ton album favori sort le lundi en France et t'habites aux US. Soit t'attends 4 jours, soit tu le télécharges illégalement, c'est ce qui fait que ton artiste préféré est disque d'or en leak. Donc pour l'instant, ça explique pourquoi les albums sortent tous le même jour, mais pourquoi le vendredi. Bah pour ça, il faut aussi prendre en compte la raison de la comptabilisation des ventes. On en parle depuis le début, le but d'une entreprise est de générer du profit, donc tous les moyens sont bons pour ça. Comme s'intéresser au rap lorsque ce nouveau mouvement fait parler de lui, ou alors faire des certifications pour faire encore plus de bruit autour d'un projet. Et vous savez quoi? Les ventes d'un projet sont comptées de façon hebdomadaire, du vendredi au jeudi. Et donc si tu sors ton album le vendredi, les premiers chiffres de vente de ton projet seront disponibles au bout d'une semaine et seront donc plus importants que si tu sors ton album en plein milieu de semaine, comme a pu le faire MHD par exemple pour son deuxième projet. Une autre raison provient des plateformes de streaming. Elles mettent leur playlist à jour le vendredi et c'est un outil super important pour la promotion d'un disque, donc autant maximiser les chances d'être dedans. Après avoir vu ce que le streaming a changé pour les consommateurs et les artistes, j'ai envie de rentrer en détail dans ce que cet empire représente aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, je parle que de Spotify, déjà car c'est l'application que Vincent utilise et que je vous raconte son histoire, mais aussi parce que c'est la plus connue et la plus répandue. Donc à l'écran, vous pouvez voir la répartition des plateformes de streaming par abonné pour le premier quadrimestre de 2021, mais aussi l'évolution des utilisateurs pour les plus importantes d'entre elles. On voit bien que Spotify domine tout le monde, mais notons aussi que, comme à son habitude, Apple est à la pointe de la technologie. Après avoir été les premiers pour les plateformes digitales avec iTunes, ils sont les deuxièmes pour le streaming, et ça c'est assez fou. Et enfin, on va terminer par la statistique préférée de Vincent. La seule chose qu'il ne lui a jamais apporté, c'est cette putain de sous-culture, comme diraient certains, ce fichu rap. Et autant vous dire qu'il est super content de voir son style de musique préféré être premier des charts, notamment grâce au streaming. Bon bah c'est fini, Vincent et moi on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie encore, merci aussi de laisser un like, de vous abonner, de partager tout ça, parce que vous partagiez en story, sur Twitter ou n'importe où, ça fait toujours des clics en plus c'est des vues en plus et ça permet de développer la chaîne. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo qui j'espère va vous plaire. Et dernière info pour après tout ça, Vincent, peut-être que c'est moi, on sait pas après tout.